Dans un monde où les potions ouvrent des chemins vers la divinité, un homme se réveille en sursaut dans une pièce étrange, confus, essoufflé et serrant une arme. Il ne sait pas où il se trouve, il ne sait pas dans quel corps il est, et lorsqu'une voix l'appelle astérisque Klein astérisque, il comprend que quelque chose ne va pas. Tout a commencé par un cauchemar, et désormais, la réalité semble encore pire. Dans le monde des Biontères, les humains obtiennent des capacités extraordinaires en buvant des potions qui les placent sur l'un des 22 chemins vers la divinité. Chaque chemin commence à la séquence 9, et plus le chiffre de la séquence est bas, plus les pouvoirs sont puissants. Ceux qui atteignent les plus hauts rangs d'un chemin peuvent devenir des êtres quasi divins, sur ce qu'on appelle le chemin de la divinité. Le 9 septembre de l'an 1349, durant la 5e époque, une église baignée de sang nous est révélée. Mais tout commence le 28 juin de la même année, lorsqu'un homme rêve qu'il tombe d'un avion et que des tentacules gluants tentent d'envahir son esprit. Son corps explose en plein volume et les tentacules s'étendent, grandissant, s'étirant jusqu'à atteindre son âme même. C'est alors qu'il se réveille en sursaut, trempé de sueur, dans une pièce sale, tachée de sang, avec un pistolet posé juste à côté de sa main. La douleur est si intense qu'il se demande s'il a eu une hémorragie cérébrale ou s'il est mort d'épuisement. Alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il se passe, une main lui touche l'épaule et l'appelle astérisque Klein astérisque. Mais il ne sait pas qui est Klein, ne reconnaît même pas la voix, ni le corps dans lequel il se trouve. Il titube jusqu'à un miroir et ne reconnaît pas son propre visage. C'est là que cela le frappe. Aurait-il transmigré? Pendant ce temps, la police fait irruption dans une maison et découvre 2 hommes morts sur le sol, Welch et Naya, tous 2 diplômés en histoire de l'université de Coy. Un officier suppose qu'ils ont mis fin à leur jour, mais quelque chose de plus sombre pourrait être en jeu. Une prophétie noire accomplie ou un Beyonder sacrifié, réveillant une force malveillante. Le capitaine trouve une photographie et demande qui est l'homme dessus. Un subordonné explique qu'il s'agit de Klein Morty, un camarade de classe des défunts. Les parents de Klein sont morts et il vit avec ses frères et sœurs. Il est citoyen de Tingen, dans le comté d'Awa du Royaume solitaire, situé sur le continent nordique. Également diplômé en histoire, Klein parle couramment l'ancien Fasak et l'Hermès. Dans une entrée de journal datée du 29 mai, Klein a noté que Welch était venu lui rendre visite, affirmant avoir trouvé un carnet ancien. Ce n'est que le 20 juin qu'ils ont réussi à déchiffrer la première page et ont réalisé qu'elle datait de la 4e époque. Le carnet avait été rédigé par un membre de la famille Antigonus. Au cours des jours suivants, Klein étudia des références à l'Empire obscur, à l'Empire Tudor et à la chaîne de montagnes Ornessus. Mais curieusement, il n'y avait aucune entrée pour le 27 juin. Selon les dires, le carnet aurait tourné sa propre page et mis en évidence une phrase en Hermès. Astérisque. Tous mourront, moi y compris. Les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi Klein aurait écrit une telle chose. Ce même jour, après avoir lu cette phrase funeste, Klein entendit une voix féminine l'appeler par son nom depuis l'autre côté d'une porte. Il cacha rapidement le carnet avant qu'elle n'entre, mais n'eut pas le temps de ranger le revolver posé sur la table. Il le dissimula dans son dos juste à temps. La fille était Melissa Morty, la sœur cadette de Klein, étudiante à l'université de Backland. Lorsqu'elle tourna le dos un instant, il réussit à jeter le revolver dans un tiroir. Mais elle entendit le bruit et demanda ce que c'était. Klein lui répondit que sa montre de poche était encore cassée. Sans même hésiter, Melissa répara la montre et la lui rendit comme s'il était un imbécile, puis quitta la pièce. Seul à nouveau, Klein nettoya le sang sur une lampe et remarqua que sa blessure était déjà en train de guérir, peut-être l'un des avantages de la transmigration. D'après ce qu'il avait pu rassembler, Klein s'était soit tiré une balle, soit quelqu'un avait mis en scène la scène pour que cela y ressemble. Six souvenirs étaient flous, pleins de lacunes, mais il était certain que ce vieux carnet détenait la clé de tout. Quant à la transmigration, eh bien, avec la chance de ce type, cela paraissait presque normal. En parlant de chance, il se rappela soudain avoir accompli le rituel d'amélioration de fortune. Perdu dans ses pensées, il sursauta lorsque Melissa fit irruption de nouveau dans la chambre et se cogna la tête contre le lit superposé. Elle lui tendit une assiette de nourriture découpée et lui demanda d'acheter du pain, de l'agneau et des pois. Elle partait à l'école.
Comme son frère faisait de son mieux pour trouver du travail, elle lui promit de lui cuisiner un repas spécial. Une fois parti, cependant, il pleura en silence à l'idée qu'il ne la reverrait peut-être jamais. Cline prit le revolver et se prépara à exécuter de nouveau le rituel de chance, espérant transmigrer à nouveau, avec un peu de chance, à temps pour le dîner. Au marché, il acheta du pain de seigle chez Madame Smyron et croisa une connaissance dans la rue. Ils échangèrent quelques politesses sur la remise de diplômes, les emplois et le rêve de posséder un jour une maison. Bienvenue dans la ville de Tingen, dans le royaume solitaire. Dans la rue de la Croix de Fer, Cline remarqua que la lune avait exactement le même aspect dans ce monde. Près de l'église, sur la place de la ville, quelques hommes jouaient au jeu du propriétaire, un jeu qui existait également dans son univers d'origine. Il y a environ un siècle, l'empereur Rosel Gustav d'Entis avait inventé ce jeu, ainsi que la lecture du tarot et le bateau à vapeur. Il avait aussi instauré le festival du printemps. Honnêtement, Rosel avait peut-être lui aussi été un transmigrateur. Perdu dans ses pensées, Cline fut soudain approché par un clown qui distribuait des prospectus annonçant un spectacle de cirque à 19 h. Soupçonnant quelque chose d'étrange, il quitta rapidement les lieux. Peu après, il arriva devant une tente où une femme encapuchonnée observait une boule de cristal. Elle l'invita à chercher des conseils pour son avenir. Dehors, un homme nommé Jenkins passa devant, puis fit soudain demi-tour en apercevant quelqu'un d'autre portant un chapeau. À l'intérieur de la tente, Cline resta sur ses gardes, ayant sans cesse l'impression d'être observé. La voyante disposa des cartes de tarot sur la table et l'invita à tenter sa chance. C'est offert par la maison. Il décida de découvrir quelque chose sur son passé, son présent et son avenir. Elle lui demanda de mélanger les cartes à nouveau et de formuler ses questions en silence. Cline acquiesça. C'était déjà fait. Sans attendre, la femme tira 3 cartes représentant son passé, son présent et son avenir. Cline choisit d'abord la carte du présent. Elle la retourna. C'était le fou. Il connaissait bien cette carte. C'était le numéro 0 dans le jeu de tarot. Elle symbolisait toutes sortes de nouveaux commencements. Au milieu de tout cela, une autre femme fit irruption dans la tente, folle de rage. Elle accusa la voyante de lui avoir volé sa place, la traitant de simple dresseuse de bêtes faisant semblant de lire l'avenir. Juste derrière elle, un homme entra également dans la tente, mais lorsque Cline vit de qui il s'agissait, il réussit à sortir discrètement sans se faire remarquer. De retour chez lui, tenant des feuilles parlant de la astérisque dignitaire céleste, Cline espérait retourner dans son monde grâce à la chance, ou peut-être par transmigration. Pour tenter l'expérience, il plaça les 4 aliments essentiels qu'il avait achetés à chaque coin de la pièce. Debout au centre, il fit un geste de la main et se mit à réciter le nom de la dignitaire céleste, encore et encore, jusqu'à ce que les feuilles de papier commencent à tourbillonner et s'élèvent dans les airs. Dehors, une calèche de la police d'Awa passa dans la rue. Lorsque le vent se calma, Cline, à sa grande surprise, pensa que rien ne s'était produit. Mais soudain, un mal de tête aigu, fulgurant, le frappa comme un marteau. Son corps entra en convulsion et une étrange réaction se propagea sur sa peau comme un incendie. L'écriture sur les feuilles commence à se dissiper dans l'air jusqu'à ce qu'une pierre rouge se brise, entraînant Cline dans un tout autre monde. Là, des chaînes d'énergie rouge et bleue jaillissent avec puissance et s'enroulent autour de l'homme. Une femme de la famille Hall exécute une sorte de rituel d'éveil devant un miroir teinté de sang. Et, loin de là, au milieu d'une mer déchaînée, un homme tient un bocal rempli de pierres bleues luminescentes qui se multiplient à l'intérieur. Puis, l'énergie rouge se matérialise en cette femme, qui semble désorientée alors qu'elle observe son environnement. Pendant ce temps, juste devant elle, l'énergie bleue prend la forme de l'homme venu de la mer furieuse, tandis que Cline flotte au-dessus d'eux deux, occupant désormais une position d'autorité. La femme lève les yeux vers lui et demande où elle se trouve, l'appelant Monseigneur. Et c'est à cet instant que Cline commence à comprendre qu'il les a peut-être invoqués. Elle se demande à voix haute si cet homme est le maître du royaume divin, mais Cline ne savait même pas qu'il s'agissait d'un royaume divin. Il n'avait vu aucun sanctuaire dans les environs. C'est alors que, comme si ces paroles l'avaient appelé, un sanctuaire émerge du sol, des ruines effondrées se reconstruisant morceau par morceau, jusqu'à ce que la structure soit à nouveau entière.
Klein est stupéfait de voir comment la loi est imposée ici par la manifestation et le décret, ce qui le pousse à se demander s'il pourrait utiliser le brouillard gris pour pirater le système. Agissant par instinct, il lève la main. Et lorsqu'une onde de réaction traverse l'espace, il sait qu'il avait vu juste. L'homme invoqué demande où il se trouve, et qui est vraiment Klein. Cette question pousse Klein à réfléchir profondément. Est-il Zhu Mingrui ou bien Klein? Peu importe qui il s'assoit sur le trône et déclare « Appelez-moi le fou. L'homme veut savoir ce que le fou prévoit de faire. » Klein répond « Juste une expérience. » Il n'offre aucune autre explication. La femme demande si l'expérience est terminée et s'ils peuvent repartir. Le fou leur répond qu'il peut les renvoyer chez eux, s'ils en font la demande officielle. Pendant ce temps, comme si Klein pouvait se dédoubler, une autre version de lui-même marche parmi les deux invoqués. Il remarque que la femme s'exprime avec la voix innocente d'une jeune fille, tandis que le ton de l'homme est calme et prudent. Assise à la table, la femme sourit, visiblement ravie de toute cette expérience. C'est exactement le genre de mystère surnaturel dont elle avait toujours rêvé. Excitée, elle demande ce qu'elle doit faire pour devenir une Beyonder, mais Klein n'a jamais entendu ce mot auparavant et se retrouve sans voix. Ne voulant pas paraître ignorant, il lui suggère de poser la question au gentleman assis à C. En les observant attentivement, Klein devine que la jeune femme pourrait être une noble du Loan, tandis que l'homme invoqué se demande comment le fou a réussi à l'amener ici, alors qu'il vit de l'autre côté de l'immense mer Sonia, à plusieurs lieues de là. À la demande du fou, l'homme explique que pour devenir un Beyonder, elle doit rejoindre l'église de la déesse de l'éternelle nuit, le seigneur des tempêtes, ou une autre des grandes églises. Même si la plupart des gens ne deviennent jamais des Beyonder, ils existent bel et bien et luttent constamment contre les ténèbres. La femme répond qu'elle ne veut pas perdre sa liberté. Alors l'homme lui conseille de chercher de l'aide auprès de la famille royale ou de la noblesse. Mais puisqu'elle insiste pour une autre voie, il se souvient qu'il possède 2 potions de séquence 9, l'une appelée Marin, l'autre Auditeur. En décrivant les effets de CS potions, Klein comprend que chacune d'elles confère des capacités surnaturelles liées à des attributs différents et que puisque séquence semble désigner un niveau de compétence, peut-être que le brouillard gris et sa transmigration font aussi partie d'un pouvoir de Beyonder. À ce moment-là, la jeune femme se tourne vers Astérisque le fou et explique qu'elle a conclu un accord avec le gentleman et aimerait que Klein agisse en tant que témoin du pacte. Il accepte. Klein semble incertain de ce qu'elle entend par là, alors l'homme venu de la mer Sonia précise que le fou possède des pouvoirs dépassant l'imagination, mais que lui et la jeune femme pourraient s'occuper des affaires plus simples que le maître ne souhaite pas traiter. Klein réfléchit à cela. Tenir des réunions fréquentes pourrait révéler ses secrets, mais rester en contact avec ce royaume mystérieux pourrait aussi augmenter ses chances de rentrer chez lui. Il lui faudrait affronter la peur de l'inconnu. Sur CE, Astérisque le fou Astérisque décrète que les réunions auront lieu chaque lundi à 15h, tant que les 2 invités resteront discrets. La femme demande s'ils doivent se choisir des pseudonymes, puisqu'ils ne peuvent utiliser leur vrai nom. Le fou aime l'idée. Soudain, une image traverse l'esprit de Klein. Quelqu'un frappant à une porte, suivi d'une vision douloureuse de son propre corps sans vie. Quant à la jeune femme, puisque le fou est apparu depuis une carte de tarot, Audrey Hall décide que son nom de code sera Justice. L'homme choisit de s'appeler le pendu. À chaque mot prononcé, Klein se sent de plus en plus mal. Les silhouettes devant lui commencent à se déformer, de manière folle, irréelle. Incapable d'en supporter davantage, il met fin à la réunion sur le champ. Aussitôt, les personnes invoquées disparaissent avec leur chaîne d'énergie et le fou se dissout avec son trône, tel de la poussière emportée par le vent. Quelques instants plus tard, le pendu se retrouve de nouveau à bord de son navire. Son bocal de pierre bleue est à présent brisé. Audrey découvre son miroir en morceaux et Klein, il revient à l'endroit qu'il appelle désormais chez lui. Un peu plus tard, il se réveille au son de la police frappant à sa porte. Rapidement, il cache le carnet taché de sang ainsi que son revolver. Jetant un œil par le trou de la serrure, il aperçoit un inspecteur impatient de l'autre côté, un livre à la main. Prenant une seconde pour se recoiffer, il finit par ouvrir la porte. C'est alors que Klein découvre que l'homme à sa porte est le même que celui qui le suivait sur la place. Son nom est Leonard Mitchell, membre de la police d'Awa. Bien qu'il insiste sur le fait qu'il ne menaçait pas Klein, il le protégeait.
Sans attendre d'autorisation, Léonard entre dans la pièce, suivi d'un autre officier, nommé Don Smith, qui tente de calmer le garçon en lui assurant qu'il s'agit d'une simple enquête de routine. Cline demande si Naya et Welch se sont vraiment donné la mort. Selon le détective, oui, il semblerait bien que ce soit le CA. Pourtant, Cline soupçonne qu'ils aient été possédés, mais garde cette pensée pour lui. Léonard tombe sur le carnet trempé de sang et lit la phrase « Tout le monde mourra, moi y compris ». Il demande ce que cela signifie. Cline reste calme, fait mine de réfléchir quelques secondes, puis répond qu'il ne s'en souvient pas. Dunn poursuit en expliquant qu'il y a des preuves que Cline aurait visité la maison de M. McGovern, dans la rue 27. Cline ne le savait même pas lui-même. Il explique que le seul moyen pour lui de deviner ce qu'il a fait récemment, c'est de lire son propre journal, même si les inspecteurs ne le croient pas. Ignorant sa remarque, Dunn ajoute que le revolver de McGovern est manquant et qu'il est fort probable qu'il se trouve ici. Sans hésiter, Cline admet que le revolver se trouve dans le poêle. Il leur explique que la nuit dernière, au milieu de la nuit, il s'est réveillé assis à la table, comme s'il avait échoué à appuyer sur la gâchette. À partir de ce moment-là, sa mémoire a commencé à s'effacer. Dunn pense que Cline dit la vérité, mais cela n'a pas d'importance. Il devra tout de même passer une évaluation psychique pour tenter de retrouver ses souvenirs perdus. Un médium plongera dans ses expériences passées sur Terre. Malgré cela, Léonard dit que le garçon a de la chance d'être en vie. D'ordinaire, les gens impliqués dans ce genre d'événements n'en ressortent pas. Après l'inspection, Cline suit les officiers à l'extérieur. En route vers le test psychique, nerveux à l'idée qu'il découvre qu'il est un transmigrateur. Distrait, son attention est soudain captée par un homme en train de crier sur un enfant qui lui vole de la nourriture chaque jour. L'enfant file entre les jambes des officiers, mais Dunn l'attrape et le remet au boulanger furieux. Le garçon se débat et donne un coup de pied dans un poteau d'une tente voisine, et dans le chaos ambiant, Cline voit sa chance et s'enfuit. Sans se retourner, il s'élance à travers les rues de Tingen et se cache dans une ruelle étroite. À bout de souffle, il s'arrête pour reprendre sa respiration. Mais comme par malchance, une fenêtre s'ouvre juste au-dessus de lui et quelqu'un vide un seau d'eau. Quelque chose d'étrange se produit alors. L'eau s'arrête en plein volume, complètement figée. Cline réalise que le temps et l'espace viennent d'être suspendus. Lorsque des objets au sol commencent à léviter, il comprend qu'un Beyonder est dans les parages. Autour de lui, les fenêtres claquent comme si un ouragan ravageait la ville. Pris de panique, Cline se met à courir, tentant d'échapper au chaos, mais même le sol se soulève derrière lui comme un mur, le poursuivant. Par un coup de chance, il évite des obstacles qui auraient pu le tuer, jusqu'à ce qu'il tombe sur une calèche proposant un service de transport. Il demande à être conduit au port, et la calèche démarre aussi. On dirait que plus personne ne le poursuit. Peut-être que toute cette folie est restée derrière dans les ruelles, ou peut-être que ce n'était qu'un rêve. Se sentant plus en sécurité, Cline dit au cocher de s'arrêter, mais l'homme l'ignore et change de cap, se dirigeant plutôt vers la maison de Welch. Puis, le béret du cocher tombe. C'est l'inspecteur Dunn Smith. Dans la scène suivante, Cline se réveille du rêve, chez lui. La porte s'ouvre et, au bout du couloir, se tient un homme en long manteau, silencieux. Il avance et se présente comme Dunn Smith, le veilleur de nuit. Cline soupçonne que cet homme est celui qui manipulait son rêve. Le veilleur de nuit affirme que la nuit, leur pouvoir est bien plus grand que ce que la plupart pourraient y croire, et le prouve en déchirant tout autour d'eux, soulevant Cline dans les airs avec les débris de sa propre maison. Une femme aux yeux lumineux apparaît soudain derrière Cline. Elle lui dit de rester calme, qu'elle sera rapide et douce. Cline ajoute qu'il n'y a pas à s'inquiéter, puisqu'elle préfère les cadavres aux hommes de toute façon. Puis, une série de scènes fragmentées défilent, laissant entrevoir le passage du temps. Finalement, Cline Morty se retrouve face à une image heureuse de ses parents. La femme, encore en partie cachée, dit que les souvenirs superficiels peuvent être effacés, mais qu'au plus profond de l'océan de l'esprit, des échos peuvent subsister. Au vu de ceux qu'il voit, Cline suppose qu'il est à l'intérieur de son propre esprit. Et peut-être, juste peut-être, que cette mystérieuse femme ne peut pas voir ses secrets. Dans sa tête, il pense que tout cela pourrait venir du brouillard gris. Soudain, la femme le saisit et exige de savoir où il a caché le carnet de la famille Antigonus. Cline répond qu'il ne sait pas. Elle lui demande alors ce qu'il faisait le 27 juin,
le jour où Naya est morte. Cline ne répond pas. À cet instant, le revolver de McGovern se matérialise dans sa main. Il le pointe vers le visage fantomatique de la femme, mais change d'avis et le braque contre sa propre tête. Un peu plus tard, il se réveille dans un endroit différent, se demandant s'il a réussi le test. Un peu plus loin, la mystérieuse femme dit à Dunn que Cline a survécu à sa tentative de suicide, mais qu'il n'y a aucun indice sur les souvenirs disparus, tout comme les âmes de Welch et Naya ont disparu.